merci vraiment aux organisatrices et organisateurs. J'ai le luxe de pouvoir l'enlever pendant au moins une demi-heure. Donc voilà, je vais essayer de vous présenter ce sur quoi on peut réfléchir et quelles sont on pourrait dire, les théories. Alors ça peut vous paraître faire peur comme ça, mais en fait, je vais vous les expliquer très rapidement avec quelques mots-clés qui pourraient être éventuellement intéressants pour vous et avec quelques pistes de lecture. J'en profite tout de suite, une piste de lecture que j'ai voulu te dire hier que je n'arrivais pas à retrouver. C'est Benjamin Derbez, D-E-R-B-E-Z, qui a travaillé sur le devenir sujet des essais cliniques par rapport au cancer. C'est un ouvrage que je vous conseille qui est sorti cet été, il y a 2 mois, il y a 1 mois. Donc Benjamin Derbez, je crois que ça se prononce comme ça. Bref, j'y reviendrai. Donc je suis sociologue du corps. Alors, l'appellation est très très malvenue. Ça a été évoqué tout à l'heure par Donatien notamment. Le corps-objet, bien sûr, le corps ne peut pas être distingué de la personne et de la situation, etc., du contexte. Donc, mais il faut juste ce petit mot pour vous dire que la sociologie spécialisée dans le corps s'est construite justement en critiquant ce corps, tel qu'il était objectivé. Je vais y revenir. Donc l'appellation est restée, mais elle est impropre au sens fort du terme, parce qu'on fait une sociologie de la personne, de l'expérience. Moi, par exemple, quand je me présente, je dis je suis un sociologue de l'expérience et de l'expression corporelle. Donc vous voyez, je déplace, je ne suis pas sur le corps-objet, je suis sur quelqu'un qui s'exprime par son corps ou par ses mots. J'y reviendrai. Donc j'ai fait un autre jeu de mots sur les soins, ça a été repris, donc je suis content. Un corps altéré, soit altéré. Alors je me suis rendu compte, j'espère que ça ne va pas trop vous perturber, il n'y a pas beaucoup de corps, vous n'allez pas voir beaucoup de corps avec moi, je ne vais même quasiment pas vous en parler. Et juste pour vous indiquer que cette présentation-là, comme vous n'êtes pas sociologue, c'est vraiment un moyen pour moi de transmettre différents acquis, mais il faut que vous sachiez que je ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que je fais des entretiens, je fais des observations participantes directement auprès des associations de malades, etc., d'accord, auprès des personnes directement concernées par un handicap, par un stigmate. Donc ce que vous voyez là, ce n'est pas la réalité de des méthodes que j'utilise. C'est une sorte de revue de littérature qui peut vous éclairer, avec des pistes qui pourraient vous être utiles. D'accord ? Donc, il ne faut pas confondre mon travail de chercheur, que vous allez peu voir ici, et le travail de recherche en sociologie, notamment, tel qu'elle peut être présentée là, par ces écrits. Alors, ces derniers temps, quand je dis ces derniers temps, c'est ces 15 dernières années, je me suis spécialisé sur la peau. Donc, je l'indique juste ici, c'est une revue libre, gratuite, bénévole, qui commence à prendre un volume conséquent, à peu près 800 pages publiées par an depuis 4 ans. Donc ça vous donne une base de données intéressante. Vous avez plusieurs milliers de pages déjà que vous pouvez consulter gratuitement, télécharger gratuitement en PDF et consulter en ligne sur votre téléphone. Donc vous n'avez aucune espèce d'excuse si vous n'allez pas chercher les informations précises, d'enquête précises, notamment sur la peau. Vous n'avez aucune excuse. Donc, on pourrait y revenir si ça vous intéresse. Voilà. Alors, je ne sais pas, ça marche. Je dois le pointer vers quoi, Donatien ? C'était vers où ? Vers moi ? Vers... Ok. Non. Là, vers là, peut-être ? Bon. C'est pas la flèche, alors. Ah, si, c'est la flèche. C'est pas la flèche que je pensais. Ok. Alors, un plan parce qu'il en faut un. Donc je vous laisse le lire rapidement. Donc c'est de la sociologie, donc ça veut dire qu'on aborde la question du corps social, du corps dans la société, du lien social par rapport au corps vivant ou mourant, en cours, corps mort. Alors la sociologie de la mort et l'histoire de la mort est très développée. J'y reviendrai, beaucoup plus développée que la sociologie de l'agonie par exemple, ou de soins palliatifs, qui est beaucoup moins développée, qui s'est développée très récemment. Donc en gros, dans la première partie,
Je vais vous donner des références incontournables en histoire et en sociologie de la mort, des rites funéraires, etc., pour que vous voyez un petit peu ce qu'on a pu comprendre socio-historiquement. Le deuxième point, j'ai essayé de vous approcher, vous faire toucher du doigt des recherches très récentes qui ont été soutenues il y a quelques mois, quelques semaines. Donc, sur la question des peurs, des angoisses, bien sûr, je n'aborderai que quelques éléments, parce que c'est bien sûr infini, travailler sur l'angoisse, l'existence humaine, le rapport à la peur, à la mort, au dégoût. Bon, je ne vais pas vous faire un cours sur les dégoûts et sur les goûts, mais ça vaudrait le coup. Donc, je pourrais vous donner des indications. Et puis enfin, donc, je travaille donc sur la peau, et il y a un collègue qui est lui-même concerné par une maladie peau qui s'appelle le psoriasis, qui a des formes plus ou moins sévères, qui a fait un travail d'ethnologie sur sa manière de vivre avec le psoriasis. Il se trouve que, bien sûr, enfin, je dis bien sûr, si vous ne connaissez pas la maladie, vous ne savez pas, mais sa fille aussi est atteinte de psoriasis, et donc, du coup, il a fait une thèse, enfin, c'est pas une thèse, c'est une super thèse, ça s'appelle une habilitation à diriger des recherches chez Bac+13 en France, il n'y a qu'en France que ça existe. Et donc, il a fait une thèse, un volume complet, 250 pages sur le psoriasis, analysé de manière expérientielle, en première personne, sachant qu'un sociologue ne travaille jamais qu'en première personne. C'est-à-dire qu'il utilise éventuellement son expérience personnelle pour la mettre à distance, pour l'objectiver. Mais bon, je pense que avant de manger, c'est compliqué. Ça peut paraître compliqué. Et donc, une petite ouverture. Alors, sur la sociologie et l'histoire de la mort, et pas du mourant, et pas de l'agonisant. C'est deux choses qui sont quand même très différentes. Donc je vous ai rappelé 3 références. Edgar Morin, vous le connaissez forcément parce que c'est un centenaire. Et quand est-ce qu'il va mourir il publie toujours, il est toujours actif. Donc c'est impossible de passer à côté d'Edgar Morin, là aussi. Alors il a écrit un de ses premiers ouvrages, 1951, réédité, une deuxième version en 70. Il a proposé des hypothèses. Alors à l'époque, il faisait une sociologie qui était plus philosophique, avec un terrain qui était quand même pas si évident que ça à repérer. Donc il a repéré en fait en anthropologue ce qu'on appelle des constantes, ce qu'on peut retrouver dans plein de cultures différentes. Et donc il a repéré 2 mythes, c'est-à-dire 2 récits qui façonnent un collectif, qui permettent au collectif de vivre. On a tous des mythes, avec un Y, d'accord ? On vit tous grâce à des mythes. Ouais. Et donc, 2 mythes particulièrement importants dans la plupart des cultures, pour ne pas dire toutes. On se méfie toujours à la généralisation abusive. Donc, mais bon, en gros, ça se retrouve dans plein d'aires culturelles pour des millions, des milliards de personnes. C'est le mythe de la mort-renaissance. C'est-à-dire qu'en gros, ce n'est pas une fin en soi. Donc, bien sûr, vous en connaissez au moins plein de versions. Il y a plein d'aires culturelles où on est persuadé qu'on a plusieurs vies, comme dans un jeu vidéo. Quand je dis qu'ils sont persuadés, ils y croient dur comme fer. C'est-à-dire que si leur vie n'est pas bonne à l'instant T, de toute façon, il n'y a pas trop de soucis, parce qu'il y en a au moins encore quelques-unes. D'accord ? Alors ça peut nous paraître, nous, rationalistes, un petit peu bizarre, mais il faut que vous compreniez que c'est le sens même de leur vie. Ce qui leur permet d'ailleurs d'accepter des conditions de travail abominables. Entre parenthèses, accepter avec plein de guillemets. Ça leur paraît moins compliqué, puisque de toute façon, ils ont encore plusieurs... Ouais. Je vais peu parler de la religion, mais vous avez bien compris qu'il y a un fond d'écran religieux quand même, puisqu'il y a des doctrines religieuses qui défendent mordicus ce type de renaissance. Et le deuxième, sur lequel que je vais juste évoquer, c'est le double. C'est-à-dire qu'il y aurait quelque chose comme un... Alors, on pourrait utiliser le mot fantôme ou revenant, je ne sais pas comment, en Occident, mais il faut bien que vous compreniez que dans plein d'aires culturelles, quand quelqu'un est mort, il n'est pas du tout absent. Il est même très présent, on l'a évoqué avec des collègues tout à l'heure. C'est-à-dire que dans les lieux de vie, dans les maisons, il y a un endroit pour vivre avec. On donne à manger tous les jours à grand-père et grand-mère qui sont morts déjà depuis très longtemps. Ouais. Donc ils participent vraiment. Tout le monde sait bien que ce n'est pas eux qui vont manger les repas, c'est les singes, c'est les rats, ouais, mais n'empêche qu'on le fait quand même tous les jours. Donc voilà, donc ça a permis de poser un petit peu le débat sur la variété humaine, ce qui est très important que vous compreniez qu'il y a une pluralité des expériences de rapport à la mort. Deuxième élément, c'est un historien, Philippe Ariès, qui a mis
les pieds dans le plat, entre guillemets, parce que depuis, il a été très critiqué. Je vous rappelle qu'en science, être critiqué, c'est plutôt positif. Ça veut dire qu'on vous a lu déjà, qu'on vous a compris, et qu'on n'est pas d'accord, avec des arguments méthodologiquement défendables. C'est-à-dire, on est allé sur le terrain, d'autres terrains, et on a montré que ça ne fonctionnait pas comme il l'avait indiqué. Donc Ariès a mis le pied dans le plat historique en disant que l'histoire était... On passait d'une mort qui était très prévenue, très, je ne veux pas dire prévenante, mais en gros, au Moyen-Âge, pour le dire rapidement, à la Renaissance, les gens qui mouraient avaient le temps de prévenir. Enfin, c'était organisé de telle manière qu'on savait que cette personne-là allait mourir. Et donc, collectivement, ça se gérait, si vous voulez. Le deuil était déjà anticipé. Et les plus riches écrivaient sur leur futur mort, leur mort qui venait. Donc, il y a tout un tas d'ouvrages comme ça. Je me meurs. Et il meurt 3 ans après, mais il écrit pendant 3 ans, je me meurs. D'accord ? OK ? Alors, depuis et donc, il disait, en gros, on est passé d'une mort comme ça qui est visible dans l'espace social à une mort de plus en plus dissimulée. Donc, c'était son constat en 77. Ça été critiqué, le fait que ça soit vraiment dissimulé. Est-ce que c'est dissimulé ? Est-ce que c'est si dissimulé que ça ? Est-ce qu'il y a moins de cortèges funéraires ? Est-ce que c'est parce qu'il y a moins de cortèges funéraires que c'est quand même dissimulé ? Est-ce que les morts sont quand même pas présents en Occident ? Donc lui, il a plutôt considéré que historiquement, sur des siècles, ça se dissimulait. Depuis, c'était très largement critiqué. Louis-Vincent Thomas, troisième théorie, mais encore une fois, je vous les présente très rapidement. Lui, c'est un ethnologue, africaniste, Afrique noire, d'accord ? Et il a fait tous ses terrains en Afrique noire. Et il a, lui, montré comment, en fait, la mort était collectivisée. On l'a évoqué tout à l'heure avec un des collègues. C'est-à-dire qu'au Cameroun ou dans d'autres pays, il y a une fête, il y a une cérémonie qui ne dure pas 2 heures, qui dure 1 semaine. Parfois avec la présentation du mort. On l'attache sur un siège et puis il est exposé pendant 1 semaine. Y compris d'ailleurs en le frappant. Pour être sûr qu'il est mort. D'accord ? Jusqu'à le début de putréfaction, etc. Pour vous allécher, entre guillemets, dans 2 ans, il y aura un numéro spécial de la revue sur la peau, sur les putréfactions. Je ferme la parenthèse. Donc Louis-Vincent Thomas a défendu une théorie sur cette mort collective, et en montrant que, en Occident, par rapport à l'Afrique, qu'il connaissait particulièrement comme terrain, il y avait une sorte comme ça de rejet socioculturel. Donc ça confirmait un peu Ariès, si vous suivez un petit peu. D'accord ? Voilà, je ne vais pas plus loin. Ce que je trouve intéressant que vous reteniez de Louis-Vincent Thomas, c'est que pour lui, le rituel, ce qu'on entend, par exemple, l'exposition du cadavre sur une chaise, là, ou une bénédiction dans tel ou tel lieu sacré, il ne faut vraiment pas le penser d'une manière rigide, le rituel. C'est-à-dire que le rituel, c'est aussi l'oblation. Par exemple, la toilette mortuaire participe d'un rituel. Donc il faudra aller lire un peu comme un Louis-Vincent Thomas pour que vous compreniez jusqu'où il va dans le détail, quoi. Caresser un mourant, c'est un rite oblatif, c'est dans le jargon. Un don, on fait un don, en se rapprochant et comme ça a été évoqué tout à l'heure, en prenant en considération l'humanité de la personne, son histoire éventuellement, même si on n'est pas d'accord du tout, fondamentalement, par exemple, si vous avez le plaisir d'avoir un mourant célèbre et qui n'est pas de votre bord politique, je ne sais pas, un maire, un député, ça peut être marrant que vous preniez des notes sur comment vous le soignez aussi bien ou moins bien. Un rassemblement national, tu vas au rassemblement national, dans la chambre où il y a comment vous faites avec lui bref, je vous propose des pistes d'enquête. Si ça vous intéresse. Donc, il faut penser le rite comme vraiment quelque chose qui peut être c'est très concret, c'est archi concret, quoi. Faut aussi arrêter de penser que les scientifiques sont dans des sphères abstraites. Non, il n'y a rien, il n'y a pas de plus concret qu'un scientifique. Il bosse sur du pus, sur des bassins d'urine, d'accord ? Il compare des virus. On est sur des choses très, 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 très concrètes. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, le biais que j'ai évoqué tout à l'heure avec mes collègues dans une petite discussion informelle, c'est que comme il a observé, Louis-Vincent Thomas, une mort collectivisée, peut-être que c'est un biais, en considérant qu'en Occident, justement, c'était moins collectivisé, parce que moins exprimé.
dans la joie, dans les rires. Donc voilà, donc ça c'est une critique quand même fondamentale sur Louis-Vincent Thomas que j'aimerais que vous gardiez en tête. Alors ce qui est intéressant pour les soins palliatifs, je trouve, c'est quand il dit que être là est souvent a plus de sens que faire quelque chose. Alors là, ça, c'est quand même une belle petite phrase, je pense, pour vous, qui peut vous résonner très fortement sur la différence entre vous et certains de vos collègues qui sont dans l'action, qui font, qui montrent qu'ils font manifestement. Alors que vous, vous êtes plutôt, vous pourriez éventuellement être, je suis passé voir Madame Intel, numéro 6, elle ne m'a rien dit, je lui ai rien dit, mais j'ai été là. Voilà, bref, je vous titille un petit peu. Alors, premier point, je suis déjà beaucoup trop long, je m'en excuse, mais j'irai vite. En gros, le gros acquis des sciences, notamment des sciences médicales, c'est cette objectivation. Alors, je jargonne, hein, forcément, il n'y a pas que les biochimistes qui jargonnent, hein, les sociologues aussi sont capables de jargonner. Donc, il y a une rationalisation du corps. Le corps a été objectivé à partir de son cadavre, l'anatomie a été construite à partir des dissections, hein, c'est ce qu'a montré Le Breton dans La chair à vif, 1993. C'est le titre de son ouvrage en italique. Donc la dissection a été un tabou qui a été dépassé progressivement. Okay, on a accepté collectivement d'ouvrir un corps pour voir comment ça fonctionnait, y compris d'ouvrir des corps vivants. Hein. Je vous rappelle que des Michel-Ange et compagnie allaient déterrer, dès qu'ils pouvaient, les cadavres fraîchement ensevelis pour voir si ça bougeait encore. Hein, donc c'est le côté un peu obscur de certains personnages historiques qui sont auréolés comme ça, mais qui concrètement, ils étaient les mains dans la boue. Alors, donc ça a permis des avancées considérables, ça a été rappelé, hein, la science médicale des organes, ça permet effectivement de comprendre beaucoup plus finement maintenant qu'il y a 10 ans, qu'il y a 50 ans, etc. Alors, cette construction du regard médical, à partir de l'anatomie, etc., la physiologie, hein, qui dissèque au sens le plus précis du terme notre corps, fait de chromosomes, d'atomes, etc., de virus, de bactéries, hein, eh bien, est souvent construite, ce professionnalisme médical, par cette neutralité affective qu'un auteur comme Parson a montré il y a longtemps, un sociologue. Okay, c'est ce qui a été évoqué tout à l'heure par Walter. Il y a pas mal d'enquêtes, pas 50, hein, mais il y a quelques enquêtes qui montrent que les étudiants de médecine, c'est appliqué à d'autres études paramédicales, eh bien, sont plus empathiques au début qu'à la fin. Et qui sont plus empathiques à la fin de leur carrière qu'au début de leur carrière. Hein, donc, vous voyez, il y a plein de niveaux où on peut repérer ça. Alors, cette neutralité affective, ça veut dire qu'elle est posée comme méthode, principe méthodologique pour comprendre scientifiquement un corps, mais qu'elle peut être contre-productive, on dit dans notre jargon de sociologie. C'est-à-dire que finalement, elle peut, au bout d'un moment, t'empêcher de voir des choses. Empêcher de voir quoi ? La personne derrière le corps et derrière l'organe. C'est ce qui a été évoqué avec humour par les dessins tout à l'heure et tout à l'heure par mes deux collègues. Okay ? Alors, souvent, les soins palliatifs se positionnent, je vous ai surligné en vert, hein, c'est des codages assez frustres, mais je fonctionne comme ça avec les étudiants, en rouge, en vert. Ah, c'est bien sûr tout à fait con, hein, parce que si vous voulez vous faire plaisir, c'est pour Noël, faites-vous offrir un livre de Michel Pastoureau, qui est l'historien des couleurs, et vous allez très vite vous rendre compte que le rouge, c'est pas une couleur chaude, pas partout, et pas tout le temps. D'accord ? Il y a quelques siècles, le rouge, c'était une couleur froide. Alors c'est compliqué pour nous à le penser maintenant, parce que le bleu, c'est la couleur de consensus, hein, l'ONU, tout ça, toutes les institutions qui veulent rassembler ont des tableaux et des effigies, des logos bleus. Hein, mais même les masques sont bleus. Vous n'avez jamais posé la question, hein, pourquoi un frigidaire est blanc ? Pourquoi le masque est bleu ? Tout ça, c'est des symboliques qui fonctionnent. Hein. Les marketeurs sont très forts là-dessus. Hein. Très compliqué de vendre un réfrigérateur rouge, ça ne marche pas. Gris, ça fonctionne, bizarrement. Hein, bizarrement, parce qu'on se dit pourquoi gris, ça marche par rapport à blanc. Ouais. Donc vous arrivez à comprendre ce qui peut intéresser un sociologue ? Oui ou non ? Je vous ai perdu ? Ah non. Mince. Donc restez concentrés. Pour les soins palliatifs, souvent, cette objectivation et cette rationalisation du corps, c'est ce qui pêche. C'est justement contre ça qu'elles se construisent. Et ça a été évoqué tout à l'heure, c'est une approche minoritaire. Dans mon jargon, minorisée. Dans le jargon de Walter, on est au bas de l'échelle. Ouais. C'est-à-dire que concrètement, ce n'est pas rentable.
financièrement, de s'investir là-dedans. Tu auras moins de financement, tu n'auras pas de promotion. Ouais, il faut bien comprendre que c'est une guerre. Il y a une guerre idéologique, si je jargonne à mort, une guerre axiologique, c'est-à-dire en termes de valeur. Quelle valeur on attribue à un être humain? Ouais, donc c'est pas du tout rigolo, hein, c'est vraiment un combat de tous les instants. Alors, je vous fais juste un rappel de David Le Breton. Pour lui, le corps s'est construit historiquement comme un reste. C'est ce qui reste quand on l'a coupé des autres, de la nature, et même de lui-même. Ça explique pourquoi on peut se voir d'une manière assez objectivée. Ah tiens, par exemple, un neurologue a dit, ah voilà, votre AVC, il est là. Ah oui, je le vois, il est là. Ah, bien sûr, il est là, mais... d'accord, vous arrivez à saisir ça. Donc tu as plus confiance dans ce que tu vois, techniquement, que ce que tu ressens. Ouais, c'est ça l'objectivation. Hein. Ouais. Alors, cette objectivation du corps, en fait, elle n'est pas qu'une bureaucratisation, une rationalisation, même si elle existe, elle est bien là. Hein. C'est-à-dire qu'une personne qui occupe un lit, ça coûte tant. Il n'y a pas plus rationnel que ça. Hein. On est dans une budgétisation. Hein. Vous savez bien, vous en souffrez tous les jours. Hein. Vous êtes évalué par ces ratios. Et ça veut dire que des personnes ne sont pas intégrées sur un lit parce qu'il n'y a plus de lit ou parce que ça coûte trop cher par rapport au budget à l'instant T. Non, il y a bien sûr tous ces effets pervers de cette bureaucratisation. Et donc, les soins palliatifs, souvent, alors ça a été fait par je vous l'ai indiqué, je crois, par des associations de malades, etc., mais des religieux, des intellectuels. Dans les années 70-80, eh bien, on valorisait l'expérience des émotions, la place des émotions, le culte de la personne, etc. Ouais. Contre, justement, cette objectivation. Hein, vous m'entendez bien. Et actuellement, on est dans quoi? Si je vous fais rapidement, 50 ans après, on est dans quoi? On est dans ces 3 tirets-là. Si je vous simplifie, hein. 1, vous êtes dans l'auto-soin. On vous demande de vous soigner vous-même. Il y a des publicités contre le tabac, gouvernement français, actuellement. Vous êtes votre propre patient. C'est génial, ça. Le mec, il fume, je suis mon patient, c'est chouette. Donc, ça veut dire que je suis médecin. Si je suis mon patient. C'est-à-dire que j'ai un regard... Vous voyez, c'est complètement... C'est celui qui a inventé ça, il est très, très fort. Donc, prescription médicale d'activité physique, je travaille là-dessus actuellement. Eh bien, la prescription médicale d'activité physique, elle n'est pas prescrite, en fait. C'est le patient qui demande au médecin de lui prescrire. Et ça s'appelle une prescription médicale. Non, 1 fois sur 2, c'est le patient qui demande. Donc, qui décide là-dedans? Ouais, d'accord, je vous titille un petit peu. Donc, deuxième point, vous avez compris qu'on est dans un trend, dans une tendance de responsabilisation. Vous êtes responsable de votre santé. Ça devient un capital qu'il faut fructifier. C'est normal, c'est logique. Marchandisation, rationalisation. Vous êtes donc en train de défendre votre capital. Alors, ce qui pose problème pour vous tous ici, c'est que cette division du travail, qui existe, qui est très forte dans le milieu médical, eh bien, elle est en pleine crise économique, je ne vous l'apprends pas, et en crise identitaire, hein, puisque vous le savez, hein, maintenant, les soignants ne se construisent pas une identité professionnelle à vie, souvent abandonnent très rapidement en fait, leur activité professionnelle de soignant. Vous êtes peut-être l'exception, je dirais. Hein, on en a discuté hier soir au repas. J'ai l'impression que les soins palliatifs sont justement l'exception qui confirme la règle. C'est-à-dire que vous êtes soignant toute l'autre vie. C'est pas de peau, hein, ça y est, c'est tombé sur vous. Vous devez continuer. Ah bah oui, mais quand même. Alors, il y a des logiques derrière tout ça. Hein. Les logiques d'héroïsation, de care. Hein. Alors, héroïsation côté masculin, hein, idéologie masculine dominante. Et care, prendre soin, ce qui s'impose aux femmes. Vous devez vous occuper des autres. Surtout de votre belle-mère, même si vous la détestez. Hein? Vous avez conscience que ça pèse sur vous, ça, hein? Okay. Alors, deuxième point, je vais passer très vite, mais il y a beaucoup de choses qui ont été écrites ces 5 dernières années sur le goût et le dégoût. Alors, je vous évoque juste quelque chose, là. Je ne peux pas vous en parler trop parce que ce n'est pas publiable. C'est un industriel qui fait, vous savez, les litières pour chats en forme de cristaux. Vous voyez un petit peu? En fait, ils n'ont pas fait ça pour les chats à l'origine, ils ont fait ça pour des spationautes.
et éventuellement pour les EHPAD. Donc l'industriel qui nous a payé cette enquête, dont je ne peux pas trop parler, et il n'a pas réussi à imposer ses couches avec ses cristaux dans les EHPAD. Donc il s'est rebattu sur les chats. Je ferme la parenthèse. Ce que cette enquête montre, c'est que si vous avez un plateau technique, par exemple, pour gérer dans les services compliqués avec des parasites, on l'a évoqué tout à l'heure, des bactéries, des virus qui sont très résistants, des maladies nosocomiales qui viennent. Eh bien, s'il y a un lieu, par exemple, pour gérer les déchets, les excréta humains, l'urine et le caca, eh bien, ce qu'on a observé, c'est le problème, par exemple, très concret, que le lieu où vous pouvez gérer ces déchets, il est à l'autre bout du couloir. Et donc, il faut vous balader avec la bassine et vous risquez de croiser des patients, d'autres soignants qui vont bien se foutre de votre gueule, hein, parce que c'était votre tour d'aller vider le bassin. Donc, alors, je l'ai peu écrit ça parce qu'on n'a pas le droit de l'écrire, mais voilà, j'en profite pour vous en parler. Vous rigolez, mais bien sûr, vous avez compris que tous les jours, il y a des gens, des aides-soignants, des soignants qui sont infectés parce que justement, ils ne vont pas faire ce couloir comme il faudrait, et ils ne prennent pas les précautions qu'il faut, et donc ils en meurent, éventuellement. Hein, d'accord ? Alors, les gants, la blouse, le masque, tout ça, ça a été beaucoup analysé déjà par les sociologues, et donc c'est beaucoup du symbolique. Vous l'avez compris, hein, je vous ai parlé des couleurs, mais si vous tournez le truc pour qu'il y ait moins de buée là, vous avez une grosse ouverture là. C'est vachement pratique pour un truc qui doit filtrer. Hein, vous avez jamais, hein, c'est complètement con cette recommandation. En fait, ton masque, il est beaucoup moins efficace quand tu... Ouais, personne n'a jamais entendu personne dire bah ouais, ça va pas, en fait, vaut mieux l'enlever. Vous comprenez ? Je dis pas qu'il faut pas le mettre. Hein. Vous comprenez les bizarres. C'est assez bizarre quand même la manière dont on peut... en pensant faire du rationnel, être complètement dans l'irrationnel. Donc ça, c'est... On n'est pas plus rationnel que les autres hein, dans le monde. Hein, et le masque est vraiment un exemple très simple. Donc il y a bien l'idée d'être contaminé. Donc c'est ça que je veux vraiment insister. Sachez qu'il y a beaucoup d'enquêtes qui ont été faites là-dessus, sur les pompiers, sur les urgentistes, etc. Et donc comment on prend en charge un corps qui est contaminable, qui est dangereux potentiellement? Eh bien, c'est pas évident du tout. Et donc, il y a plein de stratégies comme ça. Ah bah c'est ton tour maintenant. Non, je me suis tapé le dernier accident de la route, maintenant tu y vas, quoi. Donc les ambulanciers, les secouristes, ils rigolent entre eux hein, pour désamorcer cette angoisse. Hein, le train, pour un ambulancier, ça veut dire qu'il faut ramasser les morceaux, hein, parce que si un être humain face à un train, c'est comme une bombe terroriste, hein, c'est pas fait pour. Et donc ça veut dire que vous allez devoir ramasser les morceaux de chair, tout ça mettre dans un sac. Donc la finalité, tout ça, c'est apprivoiser ce qui dégoûte. Donc je ne vais pas vous faire un cours, mais vraiment, prenez vraiment au sérieux. Il y a un bouquin qui vient d'être sorti d'un copain à moi, avec des philosophes, Arnaud Alexandrin, qui s'appelle « Que faire de nos dégoûts ?» Et donc il pose cette question-là, vraiment, qu'est-ce qu'on doit en faire? Alors il faut que vous compreniez que culturellement, une culture ne se construit que par le goût et le dégoût. En fait, vous êtes cultivé quand vous savez quels sont les codes de gestion du goût et des dégoûts. Qu'est-ce qui est dégoûtant ou pas? D'accord? Donc voilà, je vous donne des pistes, je sens bien que ça... Donc il y a une expression intéressante dans cet ouvrage, il parle du corps débord. Le corps qui déborde. Alors là, ça vous parle un petit peu, ça, je pense. Un corps qui déborde, hein, ça a été évoqué tout à l'heure par Donatien. Vomi, pipi, caca, hein. D'accord, on est vraiment là-dedans, quoi. Il y a des choses à gérer de cet ordre-là. Alors, la question de la douleur, j'ai rajouté juste cette nuit, hein, je m'en excuse, mais David Le Breton a beaucoup travaillé sur cette question de douleur, et j'aimerais moins vous évoquer ça. Alors, je vous ai mis quelques citations, je vous laisse le temps éventuellement de les prendre. Ce qui est sans doute intéressant pour vous, c'est donc ce livre en 2017 qui s'appelle « Tenir », qui travaille sur les questions des douleurs résistantes à la chimio. Je vous conseille quand même, ça peut être intéressant pour vous de le lire. Donc il montre, c'est classique chez Le Breton, hein, que eh bien, ce qui compte, c'est le sens que l'individu donne à cette douleur ou à cette souffrance. C'est ce qui a été évoqué juste avant. Hein. Tant que tu n'as pas compris quel est le sens du fait de ne pas avoir de dents, par exemple, puis avoir de dents, pour la personne, à supposer qu'elle puisse te répondre, ben, tu risques de ne pas comprendre grand-chose. Je vous donne un exemple très personnel. Ma belle-mère qui a été Alzheimer, qui a été plusieurs années dans un service adapté.
Ce qui me choquait, moi, en tant que beau-fils, c'était qu'elle avait des dents toutes pourries. Je disais, mais quand même, comment c'est possible que ma femme accepte que sa mère soit avec ses dents pourries? Et en fait, c'était pas forcément très important pour ma femme, pour sa sœur, les dents. Par contre, ce qui était important, c'était un truc qu'on a réussi à mettre en place en socio-esthétique, c'est le surlignage de ses sourcils. Elle n'avait plus de poils, hein, plus de... Ah oui, je vous rappelle que je travaille sur la peau, donc sur les poils, hein, donc je suis un peu sensible à ça. Et donc, on lui a surligné comme elle le faisait quand elle était bien. Et ça a changé tout dans la manière dont on l'a vu, et dans la manière dont ma femme l'a vu, et la manière dont mes enfants ont vu leur grand-mère. D'accord? Donc, c'est des choses qui peuvent paraître ténues, en fait, changent radicalement. C'est un peu ce que a montré Donatien, avant le drap à soulever ou pas. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, je terminerai là-dessus, juste cette évocation, il y a un bouquin qui est plus compliqué, mais que j'aimerais que vous entrevoyiez, qui s'appelle « Disparaître » en 2015 de David Le Breton. Et il fait l'hypothèse qui a été très très largement critiquée, je vous rappelle que c'est positif en sciences, sur le fait que face aux contraintes qui s'imposent à nous d'être responsables de nous, de notre santé et des autres, etc., hein, eh bien, il y a des moments où on disjoncte. Je vous le dis avec un manière. Il appelle ça, David Le Breton, la blancheur. C'est ces moments où on ne veut plus justement avoir à gérer le fait d'être un bon père de famille, d'un bon sociologue, ouais, et donc on picole jusqu'à plus soif. Et on ne sait plus ce qu'on a fait la veille. Ouais. Ce moment de disparition, alors ça fait rigoler dit comme ça, sauf qu'il l'applique aussi à l'Alzheimer. Et là, ça fait moins rire. Ça veut dire qu'il fait l'hypothèse que certaines personnes, pas tous, qui déclarent un Alzheimer, ont de bonnes raisons de se couper des autres, de disparaître dans la relation. OK ? Alors, je termine. Donc, je termine là-dessus. Une expression qui peut vous aider, proposée par le psoriasis, hein, Arnaud Alloy, il dit faire son chemin, faire le chemin. Alors, faire le chemin, c'est une voie, un parcours, une conduite, c'est tout ça, hein, c'est des choses différentes, la voie, le parcours, la conduite. Et donc, c'est sans oublier qu'il y a une contingence, c'est-à-dire que le chemin qu'on prend, il est très déterminé, entre guillemets, par la manière dont les autres réagissent à ce fait qu'on soit en phase terminale. Ouais, par exemple, si je prends cet exemple-là. Alors, dernier point, ça a été évoqué tout à l'heure. Il y a des ouvrages entiers sur l'empathie. Je suis toujours surpris que la plupart d'entre vous découvriez qu'il y a des collègues qui travaillent sur l'empathie. Donc, on peut apprendre l'empathie. Il y a des ouvrages où on apprend aux enseignants, par exemple, à être empathique. Donc, d'accord, c'est pas sur la fin de vie, mais franchement, vous auriez des bonnes pistes là, compris très concrètes. Hein. Comment on fait pour développer l'empathie dans son équipe? Alors là, il y a des bouquins entiers. Il s'appelle Omar Zana. Et je ne dis pas ça parce que c'est un ami, mais il y a des ouvrages très clairs là-dessus. Alors, les ouvertures, je termine là-dessus. Et, il y a des dérives qui sont connues sur ce soin palliatif, cette gestion de la fin de vie. Alors, le premier, c'est qu'il y aurait une solution technique, qu'il y aurait une réduction technique, chimique, technique. Voilà. Le deuxième, dans les années 70, ça a été écrit beaucoup, hein, Thomas, etc., c'est la question de est-ce qu'on pleure avec les personnes ou pas? Ou est-ce qu'on reste stoïque? Est-ce que c'est intéressant, à tout coup, de pleurer avec la famille qui pleure? Ça mérite réflexion. Là, il y a des protocoles qui ont été mis en place qui montrent que ça peut être très contre-productif à certains moments. Hein. Donc, il n'y a pas de loi là en plus. J'irai un petit peu comme Donatien. Faites-vous votre truc, mais voilà, hein, n'imposez pas la pire des choses dans les relations humaines, c'est la bonne volonté pour l'autre. Il y a des crimes de guerre qui sont commis là-dessus, hein, des crimes tous les jours là-dessus. La bonne volonté ne suffit pas pour être bienveillant. Ça ne suffit pas, ça se saurait. D'accord ? Il y a des fois, on fait des choses, on met en place des choses, on pense que c'est bienveillant, gratifiant. En fait, c'est destructeur. Les mots qui peuvent être, Walter, qui tuent. Donc le sujet s'entend. L'éthique, c'est du sujet s'entend. Donc ça a été évoqué aussi par Walter. On ne s'est pas concerté, on ne se connaissait même pas, hein, Walter. Donc la question de la sensibilité, voilà, on est bien là-dessus. Donc il faut en fait travailler votre sensibilité. Tout le temps, toujours. Et si les collègues se moquent de vous, bah faut trouver l'argument pour leur dire « Ah, t'as pas lu, toi, Walter ? Ah non, bah, tu connais rien. » Donc, cacahuète, tu lis Walter et après on en reparle. Ouais. Alors,
faire avec nos peurs, nos peurs, elles sont là. Hein. Alors vous jouez avec ça, entre guillemets. Hein. Vous comprenez que si vous êtes investi dans les soins palliatifs, c'est que vous avez quelque chose à y faire. Et que vous jouez avec votre peur de la mort. La peur des expériences plus ou moins traumatiques qui ont été évoquées, par exemple, par Donatien tout à l'heure. C'est souvent sur des exemples très concrets de première fois qu'on a vu un mort, première fois qu'on a vu quelqu'un mourir. C'est pas la même chose. Entre voir des morts et voir quelqu'un qui meurt, il y a un gouffre que j'ai vécu il y a quelques années. Et c'est pas du tout la même chose. Et tu claironnes pas de la même manière, quoi. Surtout quand personne n'est autour pour t'expliquer ce qui se passe. Hein, d'accord ? Donc voilà. Et je termine sur... juste pour vous rappeler, hein, c'est bien, vous travaillez en fait à une socialisation. Vous faites de la sociologie, en fait. Vous resocialisez. Vous êtes en train de mettre en place des solutions, des petites recettes que chacun d'entre vous avez expérimentées pour que le veuf aille voir sa veuve ou l'inverse, hein, qu'il y aille quand même, juste la voir. Même si, c'est une suggestion que les petits-enfants qui ne voulaient pas la voir, finalement, peut-être, vous leur expliquez que ça peut peut-être être intéressant de la voir aussi sur son lit de mort. Ça permettrait éventuellement de faire un deuil. Donc je termine. Donc la compassion empathique, cette expression n'existe pas, donc je vous la propose. A priori, elle n'existe pas. Il faut la travailler. Ça se travaille. Et il n'y a pas de recette. Et votre expérience est en fait essentielle. C'est juste que vous n'avez pas la méthode pour la coucher sur papier et pour la diffuser. Donc forcez-vous à être un peu plus rigoureux dans votre manière de penser votre propre perception, corporéité, la manière dont vous réagissez à telle ou telle situation, qui vous choque, vous, et que vous n'osez pas dire. Un peu, vous voyez le spot télé sur la pornographie chez les jeunes, où le garçon est en train de dire « je ne vais pas vous dire que ça m'a choqué ». Vous, c'est sur la même chose. Ne vous croyez pas Superwoman, ça n'existe pas une Superwoman, à part dans les BD et les comics. Concrètement, vous n'êtes pas plus fort que les autres. Donc vous devez être capable de gérer, si possible pas tout seul, ces micro-traumas, ces choses qui vous restent en tête, ces images que vous avez en tête et que vous n'osez pas partager parce qu'il n'y a pas de lieu de supervision des soins, par exemple. Il y a des endroits où il y a des supervisions. Donc, inspirez-vous de ce qui existe ailleurs, en psychiatrie, par exemple, où ils sont très forts sur la supervision. Réclamez de la supervision. Des espaces de parole où vous pourrez vider votre sac professionnel et pas faire payer ça à votre mari. Voilà, je vous remercie. Merci à vous.